Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, c'est un terme dont vous avez beaucoup entendu parler, qui fascine certains d'entre vous, qui en révulse d'autres, oui. Mais c'est quoi exactement un algorithme? Gros mot de la tech à suivre, ce sera notre définition du jour. Je ne sais pas s'il a un algorithme ou s'il a un micro, il a en tout cas certainement une idée. Derrière la tech, c'est Guillaume Gralet du magazine Le Point. Hello Guillaume. Aujourd'hui, tu vas nous emmener dans l'univers de l'open source intelligence et on va le voir, ça peut devenir une arme très précieuse. Ouais, ça peut être très précieux pour analyser des faits en temps réel. Il faut juste très bien s'en servir, faire attention. Et évidemment, les recommandations, c'est avec toi à suivre. En France, plus de 94% des 15-29 ans possèdent un smartphone, c'est l'INSEE qui le dit. Oui, mais quels choix font-ils exactement quand il s'agit de changer justement d'appareil? Des appareils eux-mêmes à l'utilisation d'un numérique plus raisonné, d'écran plus durable. On va justement parler de ce numérique durable, de ce numérique éthique à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Caroline Métro, vous êtes la fondatrice de Nomade Éducation. Bonjour à vous. Bonjour. Et Marwan Mazloum, vous êtes un des 3 cofondateurs de Quel bon plan. Bonjour. Oui. Mais d'abord, focus. Il est décrié par les régulateurs, il est adoubé par les pros de la data science, c'est évidemment l'algorithme. Alors oui, il peut avoir des biais, mais avant tout, il a surtout une définition. C'est notre gros mot de la semaine, explicité par Édouard Deniau. Petit cours d'étymologie pour commencer. Le mot algorithme vient de l'arabe al-Khwarizmi, le nom d'un mathématicien perse du 9e siècle, l'un des pères fondateurs de l'algèbre. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme ? C'est la description d'une suite d'étapes qui permet d'obtenir un résultat à partir d'éléments donnés. Une recette de cuisine peut être considérée comme un algorithme. On obtient un plat final à partir de ses ingrédients. Dans le monde actuel, de plus en plus numérique, l'algorithme sert à combiner les informations les plus diverses pour produire une grande variété de résultats. Par exemple, un site peut recommander des livres à des clients sur la base de choix effectués par d'autres clients. Pour qu'un algorithme puisse être mis en œuvre par un ordinateur, il faut absolument qu'il soit exprimé dans un langage informatique appelé logiciel. Un logiciel peut ensuite combiner plusieurs algorithmes différents. Dans la vie de tous les jours, nous sommes amenés à côtoyer des algorithmes. Parmi les plus célèbres, on retrouve celui d'un moteur de recherche qui va déterminer l'ordre des réponses à une question posée, ou encore celui du fil d'actualité d'un réseau social qui sera alimenté en fonction de photos likées ou de pages visitées. Les algorithmes sont souvent mal compris du grand public à cause de leur fonctionnement nébuleux, leurs données initiales étant rarement connues. L'algorithme qui est donc devenu et qui est techniquement l'alpha et l'oméga justement de toutes les techs, de tous les produits et services que vous proposez, tous les deux ici, Caroline Métro et Marwan Mazloum. Caroline, l'algorithme, c'est important de le comprendre pour savoir en déjouer les pièges justement. Alors oui, alors nous on utilise beaucoup d'algorithmes d'abord pour proposer des parcours d'apprentissage sur mesure. Donc ça c'est la première chose, c'est ce qu'on fait. Et après c'est vrai qu'on encourage les jeunes à comprendre tout l'univers, que ce soit Internet ou des algorithmes, pour pas tomber dans les pièges. C'est comme les réseaux, plus on comprend, plus on est à l'aise et plus on est armé, voilà, pour pas tomber dans des travers qui peuvent vite arriver avec la jeunesse, et même à nous d'ailleurs. Absolument. On a tous besoin d'une formation digitale. À tout âge, absolument. Marwan, justement, mieux appréhender la tech, mieux la comprendre, pour qu'elle évite de trop nous comprendre nous directement. C'est un des enjeux aussi de Quel bon plan. C'est effectivement une très bonne question. Alors sur l'algorithmie en général, elle est utilisée en design comportemental et persuasif par les géants du web pour créer énormément d'addictions et croquer beaucoup de temps de cerveau. Donc effectivement, ces algorithmes doivent pas... les usages, en tout cas, de ces algorithmes ne doivent pas dériver dans les startups. En ce qui nous concerne, chez Quel bon plan, on les utilise aujourd'hui pour bien ranger nos produits et les rendre très accessibles aux utilisateurs. Donc on n'est pas trop dangereux par rapport à ce que font certaines startups dans l'industrie du jeu, notamment, ou les réseaux sociaux. Et on va y revenir justement parce que vous êtes un des 3 cofondateurs de Quel bon plan, mais aussi expert en intelligence artificielle. Ça ne vous aura pas évidemment échappé. Tout de suite justement, comment est-ce qu'on fait pour prôner un numérique responsable, que ce soit du côté des appareils, du côté du temps d'écran ou de la façon dont on se réapproprie cette technologie? On en parle avec nos invités.
Et c'est donc aujourd'hui la journée mondiale du recyclage, ce qui nous amène à observer ici dans l'école du futur la façon dont on peut prôner ce numérique responsable. C'est un des leitmotifs d'ailleurs de la tech désormais, entre consommation raisonnée et production de produits durables, des produits moins gourmands en énergie notamment. C'est une démarche qui est aussi appuyée par de plus en plus d'utilisatrices et d'utilisateurs numériques. Mais ça veut dire quoi exactement, Caroline Métro? Vous êtes la fondatrice de Nomade Éducation. Quand vous parlez de numérique responsable, pour vous, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire responsable par rapport à ce qui nous entoure, donc la planète. Donc, nous, par exemple, on a développé énormément de choses qui sont disponibles hors connexion. Donc, on pousse vraiment dans ça. C'est responsable aussi dans ce qu'on publie. Donc, c'est responsable dans le comportement qu'on a et dans l'attitude. On a une communauté d'1 million de membres. Donc, c'est le respect, c'est cette responsabilité qu'on a au cœur des contenus. Donc, c'est une responsabilité de toutes parts, une responsabilité parentale pour nous aussi sur les jeunes. Voilà, nous, on ne fait rien avant l'âge de 3 ans. Et on pousse, on avait des choses pour les maternelles. Je dis une bêtise, d'ailleurs, avant le primaire, on est aussi pour un numérique responsable dans le sens où on pense que tout le monde ne peut pas y accéder. Ouais. Il y a des âges où c'est trop tôt. C'est tout. Et il faut donc pour nous, c'est dans ces cas-là. Nous, on le dit hyper. Alors, je ne suis pas spécialiste. J'ai un avis de mère, j'ai un avis de chef d'entreprise. Moi, ça a été tard chez mes enfants. On dit que c'est beaucoup le cas dans les gens de la Silicon Valley, les patrons, etc. Donc, moi, ils ont eu des téléphone comme ça, mais le premier vrai téléphone, ils l'ont eu en classe de 3e. Enfin, ma fille va l'avoir en classe de 3e, mon fils l'a eu en classe de 3e. Ils ont fait plein d'autres choses en entraînement et c'était contrôlé. Et j'ai été très dans le contrôle parental. C'est un choix. Et chez Nomade Éducation, on commence avec le CP, mais notamment sur la tablette ou le téléphone des parents. Voilà. Mais on n'encourage pas le téléphone dès la classe de CE1 ou CE2. C'est notre avis. C'est votre avis, et c'est peut-être aussi celui de Marwan Malzoum, puisque je le disais, vous êtes un des 3 cofondateurs de Quel Bon Plan qui est le leader des marketplaces en reconditionné. Le numérique responsable, c'est un argument de vente pour vous? Alors oui, aujourd'hui c'est un argument de vente. On est en train de passer d'une époque en fait où on a fait du marketing technologique sur les smartphones. Les constructeurs ont déployé des gros arguments sur la qualité de leurs appareils photo, de leurs écrans, de leurs batteries. Et aujourd'hui il y a un marketing de l'économie circulaire qui est en train de se créer. Donc on a un super argument qui est déjà celui de la vente puisque nos appareils sont 20 à 70% moins chers que du neuf. Ensuite derrière il y a qu'est-ce que ça veut dire que le numérique responsable? Travailler en circuit court, recycler le gisement local des produits plutôt qu'importer des produits de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, le neuf, c'est 90 kg de CO2. La production d'un appareil électronique neuf, d'un smartphone neuf. Quand on ne fait pas attention à l'origine du reconditionnement, on tombe à 40 kg de CO2. Et quand on prend des appareils qui sont issus du gisement français, donc reconditionnés en France, on est sur 5 kg de CO2. Oui, parce que c'est quelque chose qui est important à souligner, notamment dans la façon dont Quel Bon Plan, justement, s'est hissé à la première place des marketplaces de ce secteur. Chaque année, on met la main sur 73 millions de smartphones actifs en France. On a peut-être un dans la main, d'ailleurs, en ce moment. 20 millions d'entre eux sont renouvelés par année, là aussi. L'immense majorité d'entre nous va opter, on l'avoue, pour un smartphone flambant neuf, mais la part des appareils reconditionnés commence à progresser. Plus de 3 millions de reconditionnés qui sont vendus en 2021. Et la façon dont vous faites la différence, c'est que vous dites, OK, on peut reconditionner 1000 fois 1000 personnes, mais en l'occurrence, on peut reconditionner de plein de façons différentes. On peut aller faire reconditionner des appareils parfois dans d'autres continents. Nous, ce qu'on choisit, c'est de se dire qu'on le fait en circuit court. C'est ça la nouvelle valeur ajoutée ? Oui, c'est ça notre point de différenciation majeur, parce qu'en fait, il y a reconditionné tout court, et puis il y a bien reconditionné. C'est un peu ce qu'on essaie de démontrer aux consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs ont eu des expériences plus ou moins houleuses sur les marketplaces, avec du reconditionné issu de reconditionnement non contrôlé, on va dire, alors qu'en France, on a 120 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français. On a 300 reconditionneurs, ça représente 5000 emplois. Ces reconditionneurs, ils sont en général certifiés par les constructeurs. Ils opèrent des reconditionnements qui remettent complètement le téléphone en état. Et donc, en fait, tout l'enjeu dans notre marketing, en tout cas, c'est de rassurer le consommateur sur la qualité et la fonctionnalité, en fait, de ces appareils reconditionnés qui ne sont pas moins bons, qui ont la même durée d'usage que des appareils neufs. Et justement, vous êtes lancé dans un challenge avec des lycéens et des lycéennes. Ce challenge, c'est celui d'éduquer à la consommation durable. Ça passe aussi par des vidéos sur TikTok, justement. Choisir un téléphone reconditionné, oui, mais pourquoi ? Regardez. Choisir un téléphone reconditionné, leçon numéro 1. Ah, salut, je suis le téléphone que t'as commandé pour le Black Friday. Alors, excuse-moi, parce que là, je suis totalement en jet lag, j'arrête pas de prendre l'avion, je sais même pas par quel pays je suis passé. Salut, moi aussi je suis un téléphone, mais j'ai juste fait un petit séjour de reconditionnement à Saint-Malo. Quoi ? S'il a vu trop de pays, c'est pas forcément bon signe.
Quel bon plan. Des produits reconditionnés et responsables. Saint-Malo. Choisir un téléphone reconditionné, leçon numéro 17. Salut, je suis le téléphone que t'attendais. Excuse-moi du retard, je suis totalement en jet lag. Je sais pas si tu connais jet lag. Parce que là, moi, je fais tous les aéroports du monde en ce moment. Je suis perdu. Tu vois, la semaine dernière, j'étais à Pékin, à moins que ça soit à Dubaï ou à New York, je sais pas. Salut, c'est qui lui? Moi aussi, je suis un téléphone. Tu veux savoir si j'ai déjà voyagé? Alors oui, une fois. C'était un petit séjour de reconditionnement à Saint-Malo. Oh, le tocard, Saint-Malo. Pourquoi lui? S'il a vu trop de pays, c'est pas forcément bon signe. Quel bon plan. Des produits reconditionnés et responsables. Il prend pas l'avion, il fait attention à son bilan carbone. Ah oui, je suis garanti 1 an aussi. 1 an? C'est impossible. En fait, t'es parfait, c'est ça? Alors, grand débat sur ce plateau, suite à cette campagne, évidemment, qui nous amuse beaucoup, qui nous apprend aussi énormément de choses. On a à peu près le même cas de figure sur un appareil qui a fait 5 fois le tour de la planète ou pas pour être reconditionné, mais pas la même, forcément, fin ou raison pour laquelle se tourner vers le reconditionné à la fin. En fait, il y a plein de bonnes raisons de se tourner vers le reconditionné. Une de ces raisons, c'est effectivement que aujourd'hui, pour la pression des marketplaces à livrer vite pousse les reconditionneurs étrangers, en tout cas, à envoyer les produits en colis individuels. Dans des avions, donc l'impact carbone en fait de ce type d'approvisionnement est pas terrible. On a énormément de téléphones en France. Pourquoi en importer d'autres? Parce qu'on a déjà beaucoup de téléphones à reconditionner en France. Ensuite, il y a la qualité du reconditionnement qui est opéré, qui est en question, parce que nous, la différence de Quel bon plan, c'est vraiment d'aller contrôler nos reconditionneurs. D'ailleurs, il y a le gouvernement a communiqué récemment sur une loi qui va passer sur tous les mots qu'on utilise, en tout cas, pour certifier les téléphones reconditionnés. Parce qu'en fait, l'utilisation du COM9 va être contrôlée, par exemple, du mot COM9 va être contrôlé, ce genre de choses, quoi. Enfin... Guillaume. Moi, ce que je trouve très intéressant, déjà, c'est super, votre démarche. Et est-ce qu'ils vont être aussi, ou est-ce que vous travaillez là-dessus, est-ce qu'ils vont être réparables? Parce que je me rappelle, on avait testé avec Marjorie un Fairphone, vous savez, les fameux téléphones qui sont d'origine européenne, c'est-à-dire qui garantissent le moins de matériaux qui viennent des fameuses zones de conflit, vous savez, notamment en RDC, ou en tout cas qui sont exploitées de manière responsable. Et puis surtout, c'est livré avec un tournevis, puisqu'on vous encourage à changer vous-même les pièces. Et un téléphone réparable, c'est peut-être un téléphone reconditionné à l'infini, peut-être, non? Alors, le Fairphone est une très bonne initiative. C'est un téléphone Lego. Ensuite, la technologie, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Je pense que vous pouvez être confronté à l'électronisme, ou en tout cas à l'exclusion numérique. C'est pas ma porte. Donc le Fairphone, c'est une bonne idée. En revanche, je pense qu'il faut emmener toute la filière avec nous, donc les constructeurs, y compris Apple, Samsung et autres, pour rendre accessible, finalement... Pouvoir acheter des pièces détachées. Pour rendre accessible les opérations de réparation auprès des reconditionneurs, rendre accessible les pièces détachées. C'est un des éléments importants, en tout cas, c'est que toute la filière s'implique dans le reconditionnement et qu'on ne soit pas contre la filière, finalement, à essayer de vendre des téléphones à côté. Voilà. Et pour essayer justement d'impliquer toute la filière, et pas que, vous menez des actions dans les écoles, dans les lycées notamment. Vous leur apprenez quoi concrètement à ces jeunes? On se dit que la mémorisation et l'apprentissage, en fait, fonctionnent beaucoup mieux quand on active la créativité des étudiants que quand on leur distille des messages passifs. Donc, globalement, là, ce qu'on a fait avec cette vidéo, c'est qu'on rend accessible un message. La responsabilisation autour du numérique, c'est un message un peu chiant. Et en fait... C'est marrant, là. Du coup, ça l'est moins. Et là, on essaie de le rendre plus drôle et plus accessible. Donc, on peut faire des concours vidéo, par exemple, où là, on active la créativité des étudiants pour réaliser des vidéos autour du numérique responsable et humoristique inspiré par cette vidéo-là. C'est la première chose. Et sinon, c'est proposer des TP et des TD sur le développement d'un nouveau service de réparation dans une marketplace, par exemple, étudier sa viabilité, faire des études de marché. Quand les gens réfléchissent, ils mémorisent mieux et ils sont meilleurs ambassadeurs du sujet derrière. Donc c'est comme ça qu'on essaie de travailler avec les étudiants. Puis c'est mettre du concret, du tangible aussi dans les mains de ces lycéens et de ces lycéennes et montrer que, l'éducation à 360 degrés, ça peut aussi fonctionner, mais dans le cas très pratique d'un smartphone reconditionné. Caroline Métro, vous avez donc fondé Nomade Éducation. C'est une application de révision pour les élèves, surtout francophones, de la France à l'Afrique francophone, en passant par le Québec, si je ne m'abuse. Vous avez 1 million d'utilisateurs actifs à ce jour. Vous leur proposez quoi exactement à ces utilisateurs? On couvre tous les programmes. Donc, c'est une application de révision qui est gratuite, qui explique aussi le succès, qui est faite par des professeurs, 350 professeurs de l'éducation nationale et des professeurs étrangers. Et on couvre tous les programmes du primaire, du collège, du lycée, professionnel, technologique générale et du supérieur. 24 licences, BTS, DUT, prépa. Donc, on veut s'occuper de tous, sans opposition. On veut des gens différents dans notre pays et en Afrique aussi. Et on propose donc en mobilité sur smartphone de l'interactivité pour apprendre. Donc quiz,
coaching, on est des fans de sport. Donc c'est comme si vous rentriez, mais plutôt que de préparer le marathon, vous allez préparer le bac. Vous décidez un plan d'entraînement, vous vous y tenez face à vous-même. Donc c'est choisi par les jeunes, pas par les profs. C'est une réappropriation de l'apprentissage. C'est ce qui a fait notre succès. Et l'Afrique est venue naturellement à nous, une très belle surprise. On s'est retrouvé avec 200 000 membres et on s'est dit, c'est fantastique, on est hors connexion sur smartphone, donc on a accéléré et on est aujourd'hui dans 29 pays d'Afrique, accompagnés par la BPI, par la Fondation Deloitte, par la Fondation Orange, parce que là-bas, les enjeux sont majeurs, l'inclusion, les femmes. Plein de jeunes filles sont déscolarisées à partir de la classe de primaire. Il y a beaucoup de choses à faire et le Covid a encore renforcé l'impact de nos solutions. Alors, vous vous êtes lancé aussi une mission tout en proposant justement cette application de révision, c'est d'accompagner justement ces enfants sur l'utilisation de leur écran, les protéger aussi face à leur utilisation tech. Avec l'ensemble des pays dans lesquels vous opérez, est-ce que vous voyez des différences fondamentales? J'imagine que oui, parce qu'à un moment où, en Europe, en tout cas en France, on met vraiment l'accent sur un temps raisonné de consommation des écrans, les écoliers, les lycéens et lycéennes africains auxquels vous proposez l'application, eux, ils n'ont pas attendu en fait qu'on leur mette un ordinateur puis un mobile dans la main. Ils sont allés directement en leapfroggant, en faisant des sauts de grenouille sur le mobile. Et donc, est-ce qu'ils ont finalement une consommation de ce temps d'écran qui est plus logique que celle de leurs petits copains européens? Moi, je pense qu'elle est plus raisonnée parce que les parents sont plus raisonnés. C'est-à-dire qu'en France, on en parle beaucoup, mais ça ne s'améliore pas du tout. Les temps d'écran, je ne sais plus, c'est 7 heures sur le collège. Enfin, vous vous interrogez vraiment. Donc, il y a des règles simples, on ne l'a pas le soir, plein de choses comme ça. Et en Afrique, quand on parle, énormément de parents interdisent le smartphone. C'est-à-dire qu'ils coupent Ils ont une vraie croyance dans l'école, qu'on perd parfois ici, dans l'effort. C'est fantastique de travailler avec eux, parce que moi, je trouve qu'il y a encore cette envie. Donc, ils sont stricts là-dessus. Et si ça ne suit pas, ils peuvent enlever pendant 6 mois le téléphone à leurs enfants. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait être catastrophique sur les résultats scolaires. De toute façon, tout le monde le dit. Professeur, en France, dès la maternelle, disent que les enfants, ils arrivent, ils sont déjà plus en capacité de se concentrer le matin. Sauf que les enfants, aujourd'hui, en moyenne, ils possèdent leur premier smartphone ou ordinateur à 10 ans, selon une étude récente réalisée par Ipsos. C'est aussi un âge auquel on peut comprendre les enjeux environnementaux de sa consommation numérique, tant en termes d'appareils qu'en termes de temps d'écran. Marwan? Alors, il y a plusieurs impacts qui sont très difficiles. Après, il y a des messages simples qu'on peut donner, comme le fait qu'il faut 70 kilos de terres rares pour fabriquer un seul smartphone de 400 grammes, c'est-à-dire c'est 500 fois son poids. Ces terres rares, c'est un désastre écologique. Souvent, on parle de l'effet de serre sur l'impact environnemental. Mais on ne parle pas de l'impact des exploitations minières en Bolivie ou ailleurs pour le lithium, pour les batteries, tous les déchets toxiques que ça génère, l'émission d'uranium. Donc je pense qu'il y a une conscience quand même écologique qui se développe beaucoup chez ces nouvelles générations et que leur distiller des messages simples, en tout cas, pour leur expliquer la lourdeur environnementale de ces téléphones, pour les orienter vers des téléphones qui aujourd'hui n'ont plus besoin d'être si puissants. Au final, aujourd'hui, les téléphones sont ultra puissants, il n'y a pas besoin d'acheter un téléphone 5G. On n'en a plus besoin pour le streaming, la musique ou les jeux. C'est largement suffisant d'avoir un téléphone de 2018-2019 aujourd'hui. Et on recevait d'ailleurs il y a quelques semaines ici sur ce plateau Karim Ben Khalifa, l'auteur et le créateur de 7 Grams, cette expérience immersive qui, en réalité augmentée, vous permet de retracer le parcours de vie, si j'ose dire, de votre smartphone pour mieux comprendre l'impact justement des terres rares qui sont contenues dans les batteries de ces téléphones et qui ensuite, évidemment, nous envoient jusque dans des conflits, notamment en RDC et à la problématique des enfants mineurs dans ces mines justement de terres rares. Caroline, 10 ans encore une fois, premier téléphone parfois, premier ordinateur surtout. 10 ans, c'est un moment crucial pour justement, au lieu de devoir réparer le temps d'écran ensuite, commencer déjà à adopter cette consommation raisonnable from scratch, si j'ose dire. Oui, moi je pense que c'est tôt. Alors, bon, ça c'est un avis personnel. Autant je pense qu'on peut les initier tout petits à cette conscience. Quand vous dites à un enfant que c'est produit par d'autres enfants, que ça détruit la planète, il le comprend même à 5 ans. Ouais. Voilà, je pense qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas obligés ou qu'ils n'existent pas par la marque, qu'il y a plein d'autres choses. Et c'est vraiment le rôle des parents, parce que la société ne va pas leur apporter ça. Sur le temps d'écran, je pense qu'ils ne le comprennent pas. Je connais un enfant sur les 70 qui m'entoure, une seule jeune fille, qui est en capacité de mesurer. Les autres, globalement, quand les parents me disent on leur apprend à être responsable, moi j'ai lâché en première. D'ailleurs, il y a eu 2 mois un peu, j'ai dit c'est ta vie, c'est plus... Je pense qu'il y a un contrôle nécessaire et qu'à 10 ans, ça doit, comme un programme TV, la TV, ça peut être super. Mais il y a des choses, il faut choisir, il faut décider avec eux. On dit que c'est 1 heure par jour, on décide. Quand la Chine interdit aujourd'hui, et on peut considérer que c'est une forme de dictature, interdit le temps, a posé des temps d'écran d'1 semaine
1 heure par semaine et 1 heure le week-end. Et sur les jeux vidéo aussi, notamment. Et sur les jeux vidéo. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, dans le sens où ils veulent quand même, ils sont très stricts sur l'école. Ça peut paraître excessif, mais ils font pas ça sans aucune raison. On a quand même des questions à se poser. Pour moi, c'est un sujet, et je vous parle pas en dehors de tout ça, x5 l'obésité depuis 10 ans, je crois. Il y a plein de sujets qui sont liés à ça. Cardiovasculaires à venir. Ouais, moins 25% de pertes physiques, etc. Enfin, on peut ne pas en parler. On a eu peur pour les enfants, pour le Covid. Il y a des sujets beaucoup plus inquiétants pour eux que ce qui vient de se passer. Réponse très rapide de Marwan. Ouais, c'est un sujet aussi de design. Je pense que notamment chez Nomade Éducation, vous l'avez compris, en proposant des logiciels responsables, il y a de plus en plus de designers qui quittent les GAFA aujourd'hui parce ils ont pris conscience du fait qu'ils ont accouché de monstres avec leurs algorithmes qui au passage ont un impact carbone aussi atroce. Du coup, voilà, je pense qu'il y a un enjeu de design aussi à joindre à ça pour que les enfants aient d'autres applications possibles à utiliser. Voilà. Les repentis de la Silicon Valley qui veulent justement se racheter une conscience pour vous faire consommer moins d'écran ou être moins addicts en tout cas à ces appareils. On y revient dans un instant évidemment avec Caroline Métro et avec Marwan Malzoum et Guillaume Gralet. Mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et je vous promets, on essaie de limiter notre impact carbone ici dans l'école du futur. C'est donc Cheryl Jessica Isenge qui est allée scruter Internet et les réseaux sociaux, surtout pour pouvoir nous ramener ces images et ces vidéos. My roommate is on a meet-a date. Do you mean the Galapagos Islands? No. No, I like Wikipedia. This has been so fun. I just feel like I haven't had a night out in a long time. So, is this... He's staying up on his rubber legs. Uh-oh. I got my legs on now. I'm ready. I'm ready for you. Big stuff there, dude. You're doing great. You're doing awesome. Look at him. Uh-oh. You're almost there. See, mine looks like yours a little bit. You better go. Are you ready? Let's go. Step. By step. I saw this on my ride in. Might be cool. Et on est de retour sur le plateau de l'école du futur. Évidemment, ces images, elles nous ont fascinés ici en plateau. On les commentait depuis la table de l'école du futur. On est toujours évidemment avec Caroline Métro, la fondatrice de Nomade Éducation, avec Marwan Malzoum, cofondateur de Quel Bon Plan, et avec Guillaume Gralet qui a une idée derrière la tech, tiens, évidemment. Il a une idée derrière la tech et un plan très serré aujourd'hui, visiblement. Mais surtout, aujourd'hui, avec Guillaume, avec toi, on va parler d'une nouvelle technologie qui est en train de pas mal agiter justement le monde de la tech, notamment les cybercombattants qui rejoignent peu à peu le flot des combattants numériques pour l'Ukraine. Ça s'appelle OSINT, c'est de l'Open Source Intelligence. Ça veut dire quoi exactement ? En réalité, c'est la capacité de mettre à disposition des informations que tout un chacun peut avoir. On va les partager sur certains réseaux sociaux, sur d'autres réseaux, et on va
utiliser des outils qu'on peut avoir chez soi, des outils par exemple de reconnaissance faciale ou de simulation de mouvement pour aider des combattants à prédire le mouvement de troupes ennemies, par exemple. En réalité, tout le monde peut devenir cybercombattant depuis son salon. Et on a vu, effectivement, vous avez raison, Marjorie, un appel, je pense par exemple à Yegor Ashov, un cyber-résistant ukrainien, lancer un appel pour que des internautes du monde entier le rejoignent dans l'analyse des images, ce qui peut permettre aux Ukrainiens de mieux se défendre. Alors, on utilise la OSINT en ce moment, mais est-ce que la technologie est si nouvelle que ça? Non, en réalité, elle existe depuis assez longtemps et cette technologie open source, ouverte, a été repopularisée à l'occasion, après les attentats du 11 septembre, il y a eu la création d'une agence américaine spécialement dédiée et elle est très prisée des internautes puisque ça peut avoir des applications extrêmement vertueuses après une catastrophe, par exemple, pour aider à retrouver des victimes, notamment. Donc on peut l'utiliser dans une grande diversité, justement, de cas de crise et de situation. Attention tout de même à la façon dont on utilise OSINT. Encore une fois, une technologie, on peut en faire le meilleur et parfois on peut l'utiliser à plus mauvais escient. Mais c'est surtout que cette fois-ci, ça peut se retourner contre l'émetteur. Oui, c'est ça. On a vu certains spécialistes, il y a une communauté OSINT sur Twitter qui est extrêmement active, que vous pouvez suivre, qui ont mis en garde contre une vidéo qui parle d'elle-même en réalité. Certains Ukrainiens s'appuyaient sur une webcam qui était disposée et qui permettait d'anticiper le mouvement des troupes russes. Et malheureusement, la vidéo a été partagée sur Twitter, ce qui a permis aux militaires russes de savoir où était cette webcam et en fait, en réalité, de la déloger. Donc, c'est-à-dire on peut s'en servir, ça peut faire des choses très formidables, c'est vraiment l'intelligence collective, mais il faut faire attention avec qui on partage ces informations. Et justement, pourquoi est-ce que ça marche mieux, c'est mieux maîtrisé aujourd'hui? Eh bien, il y a aussi des utilisations, et je voulais vous en parler à vous trois, qui ont des effets concrets très intéressants. On doit notamment un exemple au journaliste Ben Collins de NBC qui a posté, lui, le visage qu'on voit à l'écran d'une personne qui se présente comme Vladimir Bondarenko, un ancien aviateur ukrainien devenu blogueur et qui est très critique envers le gouvernement ukrainien. Le problème, Marjorie, en fait, c'est que cet homme n'existe pas. Il a été totalement créé par une intelligence artificielle. C'est une invention d'une ferme de trolls qui a utilisé des logiciels comme This Person Does Not Exist, à laquelle on peut avoir accès sur Internet. Même vous et moi. Voilà, et c'est extrêmement crédible. On a l'impression de l'avoir en face de soi, d'avoir un vrai témoignage. Il y a eu d'autres cas d'application de cette technologie de reconnaissance faciale avec la création notamment d'Irina Kerimova, une personnalité qui se présentait comme venant de Kharkiv, une ancienne prof de guitare. Ça fait un peu rêver. Elle non plus n'existait pas. Et c'est vraiment, véritablement, cette technologie open source d'intelligence collective qui a permis aux journalistes de NBC de démasquer ces personnages fictifs. Merci Guillaume pour cet outil très pratique. Attention donc à la double utilisation de ces technologies en effet. Mais ça me donne envie de poser une question à Marwan avec sa casquette de spécialiste justement de l'intelligence artificielle. Ce phénomène de deepfake, on en parle depuis quelques saisons désormais. On sait que les deepfakes peuvent devenir beaucoup plus viraux, beaucoup plus massifs. On parle aussi d'audiofake pour modifier certaines voix et pouvoir favoriser de fausses informations. Comment est-ce que vous expliquez simplement la façon dont on doit être mis en garde face à ces technologies ? Alors c'est très très difficile parce qu'effectivement les derniers progrès en intelligence artificielle font qu'on arrive à reproduire des humains. Aujourd'hui, à partir de 4 photos de profil d'un acteur, on est capable de faire un film avec cet acteur sans avoir besoin d'avoir recours à lui. Et avec la synthèse vocale, on est capable de remplacer sa voix aussi à partir de 2-3 enregistrements audio. Donc aujourd'hui, il faut être expert ou avoir des outils techniques experts pour être capable de discerner le fait que ces images ou ces sons ont été produits par des intelligences artificielles. Et effectivement, l'OSINT, le fait de partager l'information, en fait, je pense, va servir rendra accessible en tout cas à ces garde-fous, ces hackers ultra forts en high-tech, d'intervenir en tout cas sur les réseaux sociaux quand il y a des contenus de propagande qui vont se diffuser, parce que l'écueil c'est la propagande, c'est le fait d'utiliser ces algorithmes
à des fins manipulatrices qui sont pas... Surtout en année d'élection, quoi. C'est un peu la grande peur. Et la popularisation aussi, c'est la popularisation de cette techno aussi, c'est un enjeu parce que quand on parle de harcèlement à l'école, par exemple, si jamais des outils permettent à un kidam de générer des vidéos fausses d'une personne lambda, on peut tout de suite aller casser sa réputation ou son image sur les réseaux sociaux. Exactement. Ou sur YouTube. Donc il y a plein d'écueils, en tout cas, à éviter avec l'intelligence artificielle. Même si elle nous apporte par ailleurs beaucoup de choses positives, c'est dangereux, quoi. Allez, je vous propose de remettre votre casquette de cofondateur de Quel Bon Plan. Évidemment, la casquette d'expert en IA reste pas très très loin. Vous pouvez la remettre à tout moment dans cette émission. On est toujours aussi avec Caroline Métro, la fondatrice de Nomade Éducation. Et cette fois-ci, on veut des solutions justement pour un numérique plus durable et plus raisonné. On parlait au début de notre discussion. En effet, vos deux modèles sont très différents, mais chacun d'entre vous propose une façon d'aborder aujourd'hui sa consommation numérique différemment. Est-ce que, et l'exemple que citait Guillaume tout à l'heure avec Fairphone en est très parlant, c'est pas tant l'idée d'aller essayer de réparer les comportements, le mode de consommation en matière numérique, que déjà se dire que dès le départ, on peut donner les bonnes informations, on peut donner les bons réflexes à ces enfants qui vont démarrer, si j'ose dire, une carrière de consommateurs et de consommatrices numériques qui en sont aussi citoyens et citoyennes. Caroline, quand vous proposez Nomade Éducation, il y a aussi cet enjeu-là, mettre l'apprentissage à nouveau dans la main des enfants, mais aussi la façon dont ils vont pouvoir avoir accès à ces technos-là. Oui, alors nous déjà, on se bat à fond pour ce qu'on appelle un peu pompeusement les soft skills, cet esprit critique. Donc partout, on en met partout. On leur fait plein de jeux, on leur montre une photo et on va leur dire... où on a tout de suite un préjugé, on va leur expliquer que non, on leur fait voir plein de choses pour leur dire qu'ils sont orientés en fonction de ce qu'ils regardent et que donc tous leurs points de vue sont... Et on fait une rubrique dédiée à ça. C'est-à-dire que pour nous, très tôt, autant ils doivent savoir utiliser le numérique, donc on peut mettre des cours de code, c'est-à-dire savoir eux-mêmes, parce que quand on comprend, ça va plus vite. Et au-delà de ça, s'interroger sur des quiz, sur des préjugés qu'ils peuvent avoir sur plein de choses et leur dire, bah non, en fait, c'est ça. Est-ce que tu savais que telle chose était fabriquée là, etc. Donc très tôt, comme on fait de l'EPS ou on fait des mathématiques, pour nous aujourd'hui, vu que c'est partout, il faut qu'on comprenne comment utiliser Google Earth, un PC, et qu'on comprenne aussi les avantages, parce qu'il y en a plein, et les inconvénients, voilà. Mais qu'il faut avoir vraiment... Plein de grands chefs d'entreprise disent que les jeunes de demain qui réussiront, c'est ceux qui comprendront le monde et qui auront cet esprit critique, qui analyseront. Donc, nous, on essaye de les rendre hyper curieux et qu'ils s'affrontent, mais de côté positif, qu'ils échangent. Voilà. Donc, on est beaucoup là-dedans. Et puis, sur la partie environnementale, dans tout ce qu'ils font, qu'ils essayent d'être, d'avoir des comportements responsables pour eux. Voilà. L'éducation numérique. Sans forcément nous culpabiliser, d'ailleurs. On ne dit pas la génération d'avant, on n'est pas trop là-dedans chez Nomade. On est plutôt, il y a un constat. Donc ça, on va pas se flageller toute la journée. Voilà, parce que moi, on me dit qu'ils sont beaucoup plus conscients. Je reste encore dubitative. Je fais attention, ça aussi, pour moi, c'est un peu le prisme. Ceux qu'on voit et ceux qui parlent le son. Je me balade beaucoup, je ne suis pas sûre qu'ils le soient tant que ça. Donc on peut aussi leur dire que c'est très bien d'avoir des belles idées, mais qu'ils peuvent aller acheter leur tablette de beurre sans prendre 3 coursiers qui va chercher... Voilà, je trouve qu'il y a plein de contradictions dans notre société et on les alerte énormément là-dessus. Contradictions aussi, ou qui peuvent par exemple racheter ou upgrader leur version de téléphone portable sans forcément en acheter un neuf et aller sur la marketplace Quel Bon Plan pour aller choisir un reconditionné en circuit court. Bon, si vous avez des envies de partenariat, on est là pour ça, ne vous inquiétez pas vraiment. C'est aussi ça l'école du futur, c'est un véritable club. Marwan, justement, sur cette question même de la façon dont on peut mieux éduquer, mieux flécher ces jeunes consommatrices et consommateurs vers des téléphones qui permettent là aussi d'aller dans une utilisation durable du numérique. C'est aussi une des missions de Quel Bon Plan ? Alors, effectivement, sur Quel Bon Plan, on a développé un média qui s'appelle Quel Numérique et qui parle justement de numérique responsable. Et ce média, en fait, il va servir notre community management et une communication justement plus raisonnée sur les réseaux sociaux. Dedans, on parle des top applications contre l'autisme, pour gérer l'attention de vos enfants, des applications qui activent la créativité. On parle du numérique responsable en donnant tous nos chiffres, tous ceux qu'on a sur les terres rares, combien ça coûte un téléphone en terres rares, combien. On donne toutes ces informations pour éduquer et informer, en tout cas, dans notre petit domaine. D'ailleurs, on pourrait parler de Nomade Éducation parce que vous êtes typiquement dans les sujets qu'on aime traiter. Oui, les campagnes pourraient tourner chez nous parce que c'est des campagnes très utiles. Non, mais c'est vrai. Voilà, mais bien sûr. C'est simple. Vous voyez. Non, mais pour leur dire, un partenariat, c'est simple comme l'école du futur. Mais pour leur dire en 2 images. Voilà. Non, mais on pourrait le faire. Et puis, par ailleurs, on croit aussi beaucoup à l'intelligence collective, en fait, et donc regrouper des entrepreneurs bienveillants. Enfin, nous, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Entrepreneurs pour la planète. Et en fait, on échange des bonnes compétences et du bon savoir
faire de manière open source, globalement, et pour activer les bonnes, favoriser les bonnes entreprises, activer les bons messages, faire connaître les bonnes informations, on va dire, à notre échelle. Et ces entrepreneurs et entrepreneuses qui ont envie de faire changer les choses, qui aussi peuvent influer sur les comportements. Guillaume, tu en as couvert plusieurs, tu es parti à la rencontre aussi de certains d'entre eux. Quelles sont les propositions qui t'ont le plus étonné ? Alors, moi, j'avais vu des expérimentations assez dingues de téléphones, aussi surtout de recharge solaire. J'ai vu ça en Afrique. Je trouvais ça assez sympa. Ça a pas encore vraiment, c'est pas vraiment devenu grand public. Mais il y a surtout une start-up française que j'adore, qui s'appelle Sun Partners, qui était basée à Aix-en-Provence et qui avait créé un film solaire. Ça s'appelait WeZips de mémoire, c'était What You See is Photovoltaic Surface, qui devait rendre, et ils ont fait un partenariat avec Kyocera, le coréen, des téléphones portables plus durables, en tout cas, qui permettraient à ces téléphones de s'alimenter avec l'énergie solaire. Donc, je pense qu'ils essayent de monter un peu en puissance, mais c'est intéressant. Et j'avais une question qui est un peu intéressée pour vous. Je voulais savoir, pour que nos enfants puissent suivre vos cours, c'est accessible à tous et c'est totalement gratuit, c'est ça ? Ouais, alors c'était totalement gratuit. Tout ce qui est gratuit reste gratuit. Par contre, on est une EdTech autofinancée, c'est rare parce que bravo. Que ça reste notre bébé. Voilà, on y croit et on estime qu'on est les mieux placés pour le porter aujourd'hui. Donc, on a lancé, donc tout est gratuit, les quiz, les mini-cours, etc. Par contre, on a lancé un modèle premium il y a 6 mois. C'est très simple. Quand vous rentrez au parascolaire de la FNAC, vous avez le cahier de vacances pour 15 €, les annales corrigées du bac pour 20, le TOEIC pour 45 €. Tout ça pour 5 personnes à Spotify pour 149 € par an, toute la famille là. Donc vous pouvez suivre les progrès de vos enfants. Il y a plein de culture générale, d'actualité, donc on a lancé. Mais sinon, le gros de la base, donc on va essayer de transformer 3% de cette base en base payante. En France et en Afrique, on a plein d'abonnements en Afrique. On veut que ce soit accessible pour tous, parce que pour nous, 149 € par an, il y a même des entreprises qui mettent des budgets RSE pour payer à la place de ceux qui ne peuvent pas, en Afrique, etc. Mais en tout cas, le modèle, oui. Et là, on essaye d'avoir, on n'essaye pas, on va avoir les labels, je pense, Bicorp et entreprises à mission. D'ailleurs, on a vu qu'il y a des choses qui n'allaient pas. C'est ça qui est hyper intéressant de rentrer là-dedans. Ça vous permet aussi le de digital, sur votre modèle. Oui, le digital, c'est pas très propre. Quand on voit nos serveurs, on s'est posé plein de questions, nos data, moi qui ai je sais pas combien de mails sur ma messagerie, je suis rentrée au bureau, j'ai dit mais oups, voilà, on a plein de questions à se poser nous aussi. C'est pas parce qu'on fait pas du papier, mais c'est parfois pas mieux. Voilà, donc on s'interroge tous les jours. Moi, je viens de la campagne, ça a une valeur. En fait, j'ai été élevée, on m'a pas fait de grandes leçons. Voilà, en Corrèze, tout le monde est écolo. Au nom de la terre, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'écologie... les paysans, ils ont compris plein de choses. Et écologie bien ordonnée commence par soi-même, et ça c'est intéressant, et c'est bien de le rappeler aussi, parce que la façon dont vous pouvez proposer des solutions pour vos jeunes ou moins jeunes consommatrices et consommateurs, c'est aussi ça qui permet de faire avancer les choses et vivre les paysans et les agriculteurs et agricultrices qu'on met à l'honneur régulièrement aussi en tant que start-upers et entrepreneuses à part entière dans l'école du futur. Est-ce qu'il faut là aussi, comme on parle d'écologie au niveau des appareils, au niveau de la façon dont on raisonne sa consommation numérique, est-ce qu'il faut aussi imaginer une écologie de l'attention ? C'est vrai que c'est un sujet qui revient énormément au cœur de l'actualité, la façon dont cette économie de l'attention, on en parlait il y a encore quelques minutes avec vous, Marwan, sur ces repentis de la Silicon Valley que Guillaume Gralet connaît très bien, notamment Tristan Harris, ancien membre de Google, qui a mis au point plusieurs produits et services qui reposaient sur des mécanismes d'addiction pour nous rendre accros aux écrans et aux contenus qui sont diffusés sur ces plateformes. Est-ce que cette écologie de l'attention, c'est la clé aujourd'hui de ce numérique raisonné ? Guillaume, peut-être d'abord. En tout cas, c'est clé. Puis moi, en tant que papa de deux filles de 12 et 14 ans, je l'ai vu véritablement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a effectivement Vous parliez tout à l'heure d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui mettent leurs enfants à la Waldorf School, etc., qui sont privés d'écran. Mais il y a aussi un mouvement d'entrepreneurs qui vient du numérique. Il y a effectivement Tristan, Marjorie, que tu connais également, mais il y a également Guillaume Chalot, un Français. Donc ils participent à un mouvement de time well spent movement, en fait, de renaissance, recréation d'un nouveau numérique que je trouve assez intéressant à suivre. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a une prise de conscience qui monte, mais l'utilisation reste très très importante. Et je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites sur les maladies
à venir, maladie ou en tout cas manque de sport. Et ça, des chercheurs comme Michel Desmurger, le neuroscientifique lyonnais, le dit très très bien. Oui, absolument, cette écologie. J'en profite pour une chose. Caroline, Dans Nomade Éducation, depuis hier, on offre à tous les jeunes, aux millions de membres, le sport gratuitement. On a fait un partenariat, je suis une fan de rugby, avec Maxime Médard. Non mais je le dis, vous vous connectez en visio, vous avez un coach professionnel pour 10 personnes, pas plus. Vous avez du pilates, vous avez du cardio, vous avez de la muscu. On se bat à fond pour le sport, parce que je le redis, c'est pas qu'une conviction personnelle. Pour moi, c'est un danger, ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Je prenais récemment l'avion. Un enfant sur 2 de moins de 2 ans était sur un écran. Les parents regardaient même pas l'enfant pendant. Il n'y a plus d'interaction. Moi, je dis à mes enfants, donc ils font beaucoup d'heures de sport parce qu'au moins ils sont dehors avec des copains. J'ai pas très d'autres solutions, donc ils sont. Et ça me rend malheureuse en fait. J'ai pas envie de dire, ça me rend malheureuse de voir l'attitude des gens, les repas en famille, les choses comme ça. Pour moi, c'est un combat important. Donc je suis très réactive là-dessus. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se regarde. Je dis, on va pas vivre demain notre vie se rencontrer sur des écrans. Enfin, sur tous les sujets, il y a tellement de belles choses à vivre. Voilà. Donc chez Nomade, c'est un combat. Alors pourtant, on les amène aussi à réviser, mais je trouve qu'il faut trouver un équilibre. On doit tous en parler, parce que souvent les milieux les plus défavorisés, en plus, on le dit pas. Donc c'est facile. C'est comme pour la malbouffe, sont les plus impactés. C'est vrai. Donc c'est facile de pas regarder. Moi, ça m'attriste. Et ce qui est aussi important dans cette consommation d'écran, en effet, c'est que ça induit une fragmentation sociale. On le sait, dans une famille aisée, on passe 2 fois moins de temps devant les écrans que dans des familles aux revenus plus modestes. Ça aussi, c'est le différenciateur social qui va devenir un marqueur aussi technologique. On parle pas mal quand même on parle de l'exclusion numérique ou d'électronisme ou de fracture numérique. À l'inverse, je crois qu'il y a 17% des Français qui sont sans appareil numérique, sans accès à Internet. C'est aussi un super outil créatif. Et le problème, c'est que ces gens-là, la première fois qu'ils vont avoir accès à un téléphone, ils vont jouer à un jeu oisif, on va dire, où ils vont découvrir la vie des autres sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont avoir des activités ultra passives qui ne leur apportent rien du tout. Les mécaniques de notification sont ultra addictives. Il y a des designers, aujourd'hui, sur les modèles comportementaux, comme Nireal, qui est un prof à Harvard, qui travaille aujourd'hui sur le super pouvoir du futur qu'il appelle l'indistractibilité. J'ai réussi à le dire du premier coup. Bravo. Et ça ne serait jamais arrivé. Je vais vous le dire tout de suite. Je vous admire rien que pour ça. Non, mais là, je me suis même pas entraîné. Du coup, je pense que l'indistractibilité, ça va être important. Que des designers proposent des applications utiles et créatives, parce que si on peut prendre du temps d'attention chez les gens, si c'est pédagogique et si ça rend plus intelligent. Coder, aujourd'hui, c'est une activité, moi je code pour quel bon plan. C'est une activité addictive qui entraîne la mémoire, qui entraîne la logique, qui entraîne beaucoup de choses et qui est très grisante pour ceux qui arrivent à le faire. Ceux qui font des belles vidéos, les bons créatifs graphiques ou autres. Il y a beaucoup de choses formidables à faire, en tout cas avec le numérique, tout en étant responsable, sans perdre son attention à des activités oisives, on va dire, ou qui, en tout cas, cassent les capacités cognitives des gens, en fait, les empêchent de réfléchir. Alors, est-ce que finalement, c'est ça la clé? Réussir à vraiment bien séparer, si j'ose dire, le temps d'écran utile, où on va être créatif, où on va apprendre, où on va même apprendre à apprendre parfois, et le temps où finalement, on pourrait faire autre chose, procrastiner devant un écran, oui, mais peut-être que finalement, le passer dehors sur un terrain de foot et de rugby avec Maxime Médard, c'est mieux. Est-ce qu'il y a vraiment d'abord, c'est très sympa. Est-ce qu'il y a vraiment ce distinguo, si j'ose dire, à faire? Est-ce qu'il y a ce temps d'écran utile versus un temps d'écran sur lequel finalement on peut s'en passer? Moi, je crois que oui, mais après, je crois tout à fait à l'apport du numérique et à la créativité. Je trouve qu'il y a des jeux vidéo fantastiques, donc je ne suis pas dans la critique. Par contre, je pense qu'il faudra toujours passer du temps dehors en convivialité. Donc, je suis pour un équilibre, mais assez fort, pour qu'on inverse la tendance. Donc, j'en parle avec mes équipes. Je suis on parle de tous ces sujets-là. Quand les techs me disent, je ne suis pas sortie du week-end, j'ai passé toute la journée, ça peut être autant créatif qu'il veut. Je pense qu'on reste... J'ai un côté dinosaure là-dessus, je vois d'où on vient et je me dis qu'il faut qu'on retrouve notre côté cueilleur-chasseur et qu'on soit... Ils me disent, mais non, chacun son truc. Je pense que c'est au-delà de ça. Voilà. Je pense qu'on a besoin de se dépenser d'autres manières. Voilà. J'ai grandi en Bretagne, à côté d'une ferme, je souscris totalement. Voilà. Même si je fais l'avocat du numérique parfois. Mais je suis pour, et puis il faut vivre avec son temps, comme me disent mes enfants, qui me disent, mais maman, ton discours il est sympa, tu fais quand même des applis pour le smartphone. Faut quand même et j'y réfléchis souvent. On n'est jamais trahi que par les siens. Non mais c'est vrai, on est dans une dualité, on se pose plein de questions. On se pose plein de questions. Moi aussi, je mets les enfants sur les écrans. Voilà, c'est... Et cette société du paradoxe, c'est aussi celle du numérique, Guillaume.
Oui, c'est ça. J'étais en train de réfléchir si. Oui, c'est ce que je vois. Je te voyais en pleine réflexion. Je me suis dit, tiens, te passer le relais à ce moment-là. Si Nomade Éducation ne pourrait pas être disponible bientôt en papier. Enfin, vous le faites peut-être un peu, non ou... Non, parce qu'en fait, ce qui est important, alors déjà, il y a deux choses. On a par exemple des bacs pro qu'on utilise, ils veulent pas aller dans les livres. Alors, c'est pas un a priori, je dis on peut leur taper sur la tête, il faut quand même qu'ils s'amusent à apprendre différemment. Tous les publics, on est différents, on a des collections différentes. Et au-delà de ça, on apporte l'interactivité. Par contre, moi, je suis pour l'école. Quand j'entends le patron d'Open Classroom dire qu'un jour, il n'y aura plus d'école, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une cour d'école, qu'un professeur, que des rencontres. Donc, je suis... Mais il y a pas mal de rencontres, Non, mais c'est l'école. Bah ici, par exemple. Non, mais l'école, c'est génial. Donc, nous, on se veut en complément. C'est important qu'il y ait des compléments pour réviser et qu'il y ait de l'interactivité. Quand on voit que nos enfants restent 8 heures par jour encore assis sur une chaise dans la classe, c'est quand même compliqué. Donc, il faut changer aussi les choses. Allez, l'école du futur, elle est peut-être justement dans cette hybridité à la fois du présentiel, à la fois du réel, à la fois des fermes en Bretagne et des terrains de rugby avec Maxime Médard, mais aussi du numérique pour mieux apprendre, pour mieux utiliser justement ces technologies, pour mieux les appréhender. Merci en tout cas à vous deux, Caroline Métro pour Nomade Éducation, Marwan Mazloum évidemment pour Quel bon plan, et évidemment comme toujours je dis merci à Guillaume Gralet parce que oui, une émission ne peut pas être réussie sans Guillaume Gralet du magazine Le Point. Merci donc pour ce temps passé dans l'école du futur. Allez, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et on se dit à très vite en plateau.